Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Chin chin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis assez longtemps, je dois l'avouer. C'est une vidéo dans laquelle je vais essayer de lire 2 ou 3 coups de cœur, 3 livres préférés d'une personne que j'admire, que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Cela peut être un auteur, une personnalité connue, un influenceur, un créateur de contenu, un ami, quelqu'un de ma famille, peu importe, je sais pas. N'importe qui me conseille 3 livres et j'essaye de lire ces 3 bouquins. Enfin, je vais réussir probablement à lire ces 3 bouquins. Qui me les conseille? Peut-être pas forcément, si c'est quelqu'un que je ne connais pas dans la vraie vie, il va pas me les conseiller à moi. Mais je vais lire des articles, écouter des émissions de radio, regarder des vidéos dans lesquelles il parle de livres, de littérature, et je vais lire ses recommandations. Pour cette vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, j'ai choisi ma némésis. Alors qu'en juin 2022, François Bunel annonce qu'il ne présentera plus la grande librairie à la rentrée, tout le monde sur les réseaux s'est demandé mais qui pour le remplacer? Évidemment, j'ai eu des tonnes de demandes, je le sais, vous avez été plusieurs sur Instagram à me dire Floris, prends le créneau, il y a quelque chose pour toi. J'ai longuement hésité, puis finalement le salaire que France 5 proposait ne me sied guère, et donc du coup j'ai laissé ma place à une personne tout à fait respectable également, que j'aime beaucoup. J'ai nommé, je vous mets sa photo ici, Augustin Trapenard. Je déteste cet homme pour plusieurs raisons. La première est qu'il est très talentueux. La seconde, qu'il est très beau. La troisième, qu'il a beaucoup de succès et c'est amplement mérité. Je l'adore. J'aime beaucoup Augustin Trapenard. Je le trouve très charismatique, je le trouve pas du tout pédant. Il essaye de s'ouvrir à de multiples genres. On l'a vu avec La Grande Librairie, il a fait une émission par exemple spéciale imaginaire. Enfin voilà, il essaye d'ouvrir le champ des possibles en littérature. Il est sur plein de réseaux, on le voit beaucoup sur TikTok, il anime son club de lecture sur l'application Brut. J'ai pas encore participé, mais ça m'arrive quelques dimanches soirs de regarder des passages de ce club de lecture. D'ailleurs, quand j'ai lu les livres, quand je les ai pas lus, j'avoue que j'ai pour l'instant pas pris le réflexe d'aller regarder. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup Augustin Trapenard, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vrai qu'en ce moment, il est partout, hein, depuis la rentrée, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, à la télé, enfin bref. Donc, j'ai décidé de lire 2 ou 3 livres de Augustin Trapenard, et en fait, en faisant mes recherches des livres qu'il recommande souvent, qu'il a beaucoup aimé, qu'il a beaucoup lu, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de livres que j'avais lus. Son livre préféré par exemple, Les Hauts de Hurlevent de Brontë, je les ai déjà lus. C'est d'ailleurs un des rares romans victoriens que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je ne relirai pas Les Hauts de Hurlevent. Mais par contre, on m'a offert la semaine dernière Vie animale de Justine Torres aux éditions de l'Olivier, et c'est un roman qui est recommandé par Augustin Trapenard. Je dois vous dire que je l'ai presque terminé ce matin, je l'ai commencé hier soir, c'est très très court, ça fait 150 pages, et c'est tellement addictif, j'aime beaucoup, il me reste plus grand chose avant de le terminer. Donc voilà, c'est un roman que Augustin Trapenard recommande pour plusieurs raisons, et on va essayer d'aller voir tout de suite sur internet quelles sont les raisons qu'il évoque. Je vois que c'est le livre qu'il a le plus offert. C'est l'histoire d'une famille très simple aux États-Unis, unie mais dysfonctionnelle. L'histoire d'un coming out aussi, celui d'un enfant qui petit à petit accepte sa différence et son identité. Un livre absolument bouleversant, sublime, l'un des plus forts que j'ai lus. Je l'ai d'ailleurs récemment offert lors de mon intervention dans l'association Le Refuge, purée. Et en plus, il soutient des associations qui œuvrent pour le bien. Je vous le dis, cet homme est parfait, vraiment. Mais je crois qu'il est déjà en couple, malheureusement. En tout cas, Augustin, si tu passes par là, je t'aime beaucoup. L'association Le Refuge, qui s'occupe de jeunes gays rejetés par leurs parents. La littérature permet de grandir, de se grandir. On apprend énormément d'un livre sur soi. Je ne savais pas qu'il était question d'homosexualité. C'est vrai que là où j'en suis, c'est pas spécialement flagrant. On peut s'en douter. Le roman a été publié en 2011 aux États-Unis, 2012 pour la traduction française, et il a été réédité cette année dans cette très belle collection de chez l'Olivier où ils rééditent leurs textes les plus connus. Je suis allé vérifier, Justine Torres n'a rien publié de nouveau depuis cette œuvre, depuis ce roman. Est-ce que ça va être un one-shot? Est-ce que c'est un de ces auteurs qu'on dit qu'ils ne font qu'un merveilleux livre et qu'après ils ne font plus rien? Je ne sais pas, on verra. Je crois qu'il sort un bouquin là cette année au mois d'octobre. C'est donc exactement ça, on est avec une famille, un père, une mère et 3 enfants, 3 petits garçons, qui sont portoricains. Il n'y a pas vraiment de critères temporels ou localisationnels de lieu. Il n'y a pas vraiment de complément circonstanciel de lieu ou de temps. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais ça fait un peu intelligent, complément circonstanciel. C'est assez vague, c'est assez flou, on va suivre juste cette famille au moyen de petits instantanés de vie, de petits moments de vie. C'est des chapitres qui font 5, 6, 7, 8 pages. Et cette photo s'arrête par exemple sur le père qui est en train de cuisiner pour ses enfants. On passe la soirée, même pas la soirée, cette heure de cuisine avec le père, ses 3 enfants. Ce père qui est assez violent, plutôt colérique, un peu taciturne, on sait pas trop, ça peut exploser à tout moment. La mère semble assez passive, assez absente. Elle est souvent couchée, on essaye de pas la réveiller, on fait attention à ne pas la brusquer, à ne pas l'embêter, enfin voilà. On sent que la moindre étincelle peut tout faire voler. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce sentiment de marcher sur les doigts de pied, de faire gaffe à ce qu'on fait, ne pas faire tomber un livre, ne pas faire tomber une chaussette. Cette ambiance un peu douce finalement, mais une douceur qui n'attend que le moindre truc
pour révéler la vraie nature de tous ces animaux, car on nous parle de vie animale, il y a beaucoup de références. Alors l'écriture est géniale, je trouve, à mon sens, parce qu'en fait, c'est très facile à lire, c'est très simple, c'est très factuel, on visualise très bien les scènes, je vous dis, c'est presque des photos parce que on voit où on est, on voit ce qui se passe, on a un point de vue assez global de la situation à chaque fois, on arrive vraiment à comprendre ce que font les personnages, et en même temps, j'ai l'impression que c'est très écrit dans le sens où on voit que l'auteur a réfléchi au moindre mot, la moindre phrase, la moindre métaphore. Il y a quand même pas mal de métaphores, mais c'est des métaphores qui sont faites tellement bien, je trouve, tellement bien écrites justement, qu'elles arrivent tout en douceur dans le texte et qu'elles ne nous brusquent pas, qu'elles ne nous font pas sortir, elles ne nous font pas trop réfléchir. C'est vraiment très maîtrisé pour moi de ce point-là. Et heureusement parce que c'est un texte qui est très court, donc si on était avec des phrases très lourdes, etc., ça serait un peu embêtant. En tout cas, pour l'instant, j'adore. J'ai vu qu'il y avait un podcast avec Christine Béroux qui s'appelle Livre-Échange, je vous le mettrai en barre d'infos ou quelque part par ici, où elle interviewe justement Augustin Trapenard. En fait, elle demande elle aussi à une personnalité qu'elle apprécie de recommander un livre, et Augustin Trapenard, dans ce podcast, lui recommande Vie animale. Donc le podcast fait 1 heure, je vais essayer de terminer le roman, il me reste plus qu'une trentaine de pages, et d'écouter le podcast, et je reviens vous en parler dès que j'ai terminé l'écoute et la lecture. Et après ça, on verra, on cherche un autre livre que Augustin peut nous recommander. Je pense que pour cette première vidéo, je vais me limiter à 2 livres, à voir ce que je trouve après, parce que je vous dis, il a quand même lu pas mal de livres que j'ai déjà lus, donc il faudrait que je trouve quelque chose que je n'ai jamais lu. Bref, voilà. En tout cas, je suis trop excité, je sais pas si ça se voit, si ça s'entend par cette vidéo, mais j'aime trop ce côté un peu, pas voyeur, mais presque un peu rentrer dans l'intimité des gens, parce que c'est des livres, là il raconte Trapenard que c'est un livre qui l'a profondément touché et qui lui a appris des choses sur lui-même, donc c'est un peu rentrer dans sa vie, et ça m'excite de rentrer dans la vie des gens, voilà, je suis un peu voyeur. Bon allez, ciao. J'ai terminé hier Vie animale de Justine Torres. Puis là j'ai eu un peu de temps au boulot pour le terminer parce que j'avais vraiment envie de savoir cette fin. J'ai adoré, et je comprends très facilement pourquoi c'est le livre qu'Augustin Trapenard a le plus offert, car c'est vrai qu'il a un potentiel cadeau assez immense. Je sens une certaine universalité dans la plume, dans le sens où ça peut plaire à un grand nombre. C'est une histoire toute bête de fraternité, de famille, et on se reconnaît dedans, qu'on soit 2, 3, 4, 5, 6 frères. Nous en plus on est 3 comme dans le bouquin, j'ai un frère et une sœur. Et ma grand-mère nous disait tout le temps, à 3 il y en a toujours un de trop, parce qu'on allait en vacances à 3 chez ma grand-mère, et elle voyait bien qu'il y avait toujours des histoires, qu'il y en avait un qui s'excluait. Et c'est aussi un peu le sujet du roman, comment trouver sa place, ou alors comment s'exclure, comment partir, comment quitter cette famille, comment quitter cette cage, parce qu'on est toujours sur cette métaphore des animaux. Le podcast était très intéressant, à n'écouter qu'une fois avoir lu le bouquin selon moi. Alors après, c'est un podcast qui dure 1 heure, où on parle d'un seul livre pendant 1 heure, donc c'est normal qu'il y ait des spoils, c'est normal, mais outre le fait qu'on nous raconte le bouquin de long en large, les 2 personnes, donc Christine Béroux et Augustin Trapenard, prennent vraiment le temps d'analyser, de le rapporter à leur vie, à leur expérience de lecture, à leur expérience de lecteur, à leur expérience personnelle, leur vie. Et donc c'est très intéressant. Alors c'est vrai que moi ça m'a donné, par exemple, je l'ai écouté juste après ma lecture, de relire certains passages. J'ai corné quelques pages évidemment, comme d'habitude, je ne sais même plus pourquoi. Je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup plu, qui fait que aussi ce roman, comme je vous l'ai dit, l'écriture est assez travaillée, est assez stylisée, fait qu'il sonne très bien. Je pratique beaucoup la lecture à voix haute à la maison, et là c'est parfait pour cette lecture à voix haute. Alors je m'excuse parce que j'ai le souffle court, j'ai le nez bouché, je suis malade, c'est le début de l'hiver, non, le début du printemps, la fin de l'hiver. Enfin plutôt la fin de l'hiver que le début du printemps d'ailleurs. Je vais essayer de faire justice à ce texte que je vous conseille, et je sais que moi aussi je vais l'offrir. C'est d'ailleurs quelqu'un qui me l'a offert, c'est un cadeau. Je te remercie encore une fois Julien si tu passes par ici. Mais c'est sûr que moi je vais l'offrir à quelqu'un. Dansez comme si vous étiez riche, a crié Paps, sa voix puissante, tonnant par-dessus la musique. On s'est mis sur la pointe des pieds, on a haussé le ton et on a relevé le petit doigt en l'air. Vous êtes pas riche, a gueulé Paps, alors dansez comme si vous étiez pauvre. On a plié les genoux, on a serré les poings et on a tendu les bras sur le côté. On agitait les épaules et on rejetait la tête en arrière, on était sauvage, libre, léger. Vous n'êtes pas pauvre non plus, dansez comme si vous étiez blanc. On a imité des robots, raides et figés, sans un sourire. Joël était le plus convaincant, on l'avait vu s'exercer dans sa chambre. Vous n'êtes pas blanc, a crié Paps, dansez comme si vous étiez portoricain. On s'est arrêté un instant, le temps de souffler, et on a dansé le mambo, le mieux possible, cherchant à être souple mais sérieux, à ressentir le rythme dans nos pieds, et derrière le rythme, le beat. Appuyé au comptoir, Paps nous regardait en buvant de longues gorgées de bière. Imbécile, vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas portoricain, regardez comment on danse un vrai de vrai, regardez comment on danse le ghetto. Il hurlait chaque mot par-dessus la musique, alors on ne savait pas s'il était fou ou s'il plaisantait. Il a commencé à danser, on a essayé de voir ce qui le différenciait de nous. Il faisait la moue et il posait une main sur son ventre. Il avait un coude plié, le dos droit. Pourtant, dans chacun de ses mouvements,
On sentait la souplesse, la liberté et la confiance. On voulait observer ses pieds, mais quelque chose dans sa façon de les tordre, de piétiner, dans la ligne de son torse, repoussait sans cesse notre regard vers son visage au nez épaté et aux yeux entr'ouverts avec ses lèvres boudeuses qui faisaient un sourire sincère mais narquois. Voici votre héritage. À croire que grâce à cette danse, on pouvait connaître son enfance, la saveur et le gré des immeubles de Spanish Harlem et des lotissements de Red Hook, des salles de bal, des parcs en ville et de son père, comment il le battait, comment il lui avait appris à danser, à croire qu'on pouvait entendre parler espagnol dans ses mouvements, à croire que Porto Rico était un type en robe de chambre qui descendait bière sur bière en les levant très haut avant de les boire, la tête en arrière, sans cesser de danser et de claquer des doigts, toujours en rythme. Un passage qui, je trouve, montre bien ce début de roman, c'est au troisième ou quatrième chapitre, c'est vraiment au tout début du roman, où comment on passe d'une bande, parce que là on est vraiment avec ces trois frères soudés qui ne forment qu'un, on ou vous, soit on parle de eux avec ce on qui les représente comme un tout, comme ces trois personnes qui ne forment qu'une, ces trois frères, et les autres qui s'adressent à eux, ces trois frères par vous, vous êtes, z, z. Et comment on glisse tout au long du roman vers un on, un vous qui se transforme en je, comment un de ces trois enfants s'exclut de la bande. Et c'était très beau, c'était très chouette. Que vraiment, je recommande 100 fois cette lecture. Par la suite, j'ai regardé les romans recommandés, j'ai même pris des petites notes, par Augustin Trapenard sur les différents articles et les différents podcasts. Donc, dans les livres de la décennie 2010-2020, il recommande Just Kids. Je vais pas le lire, c'est un de mes livres préférés de la Terre entière. J'adore Patti Smith, j'adore Just Kids, ça m'a bouleversé. La fin de l'homme rouge de Alexievitch, je sais plus, je vous mettrai ici, qui est un recueil de témoignages de personnes ayant vécu pendant le régime soviétique, qui ont connu l'oppression, etc. Enfin vraiment, ce sont plein de témoignages qui ont été compilés, c'est disponible chez Babel en poche. Je l'ai lu pareil il y a assez longtemps de ça, à sa sortie je pense poche, et j'avais beaucoup aimé. Vernon Subutex, qui n'est pas du tout ma littérature préférée de Virginie Despentes, mais j'adore Virginie Despentes, j'ai lu tout Despentes. Et moi ce que j'aime, c'est Les Monstres de Émile Ferris, qui est sorti chez Monsieur Toussaint l'ouverture, qui est cette grande BD dont je vous ai parlé l'année dernière et que j'attends avec impatience le tome 2, et qui selon moi devrait être exposé dans tous les grands musées d'art. Donc voilà, déjà toutes ces recommandations sont des livres que j'ai déjà lus, donc c'est compliqué. Par la suite, j'ai trouvé que cette année, il nous recommandait de lire Le Muguet Rouge de Bobin, donc je me suis pris Le Muguet Rouge, je vais le lire plus tard, mais là tout de suite, j'ai commencé Si Beale Street pouvait parler de James Baldwin. J'avais beaucoup aimé La Chambre de Giovanni quand je l'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et j'avais très envie de me replonger dans la littérature de James Baldwin, donc ça va être chose faite avec Si Beale Street pouvait parler. Pour l'instant, j'ai lu une 50aine de pages et je dois avouer que j'aime beaucoup. Donc je vous en reparle très rapidement dès l'instant que j'ai avancé dans cette lecture, si ce n'est terminé. Ça va être avec 2 personnes noires à New York, un homme et une femme qui sont amoureux, qui se connaissent depuis la tendre enfance, sauf que le jeune homme est accusé de viol sur une femme portoricaine, il est donc envoyé en prison, et sa petite copine, va tout faire pour essayer de l'en sortir. On est avec une petite communauté qui habite évidemment la rue de Beale Street, vous en doutez. Cette rue qui prend vie presque parmi ses personnages, parmi ses commerces, parmi son ambiance, etc. J'aime beaucoup. J'aime bien quand des lieux prennent une place très importante comme ça dans les romans, et ça va être le cas avec celui-ci, je pense. Il y a déjà beaucoup de... C'est très immersif. J'ai l'impression d'être dans cette rue avec ces personnages, et l'histoire est très tendre. Ça va évidemment parler de racisme et de couleur de peau. Donc voilà. On se retrouve plus tard. Ciao, bambino. Nous sommes mercredi soir. Je suis rentré assez tôt aujourd'hui car j'étais fatigué et j'avais fait vraiment le strict minimum de ce que j'avais à faire, mais ce que je devais faire était fait. Donc je suis rentré chez moi me reposer. Et là, il doit être à peu près 20h30, je pense. Pas du tout, 19h45. J'ai déjà mangé. Je me suis servi une petite liqueur de ratafia. Parce que, voilà, pourquoi pas. Et que le ratafia est un alcool de par chez nous, car il est fait avec les mares de champagne et c'est très bon. Je viens vous voir car je suis à la page, enfin pas à la page, mais au pourcentage 50. Je suis arrivé à mi-chemin de ma lecture de Si Beale Street pouvait parler, qui en anglais est tout simplement If Beale Street Could Talk. Et je dois avouer que j'aime beaucoup. Je pense que c'est même beaucoup plus simple de rentrer dans la littérature de James Baldwin par ce roman que par La Chambre de Giovanni. Je sais pas en termes de roman écrit s'il a beaucoup plus écrit sur l'homosexualité ou sur le racisme, car James Baldwin fait partie des auteurs noirs gays. Et encore, ça parle même pas tant que ça de racisme, car on est vraiment avec... je vous disais, cette rue qui prend vie. Là, j'ai passé un passage où on se concentre énormément sur l'amour entre les 2 personnages principaux, c'est-à-dire Tish et Fonny, le couple dont le mari est en prison pour avoir été accusé de viol sur une portoricaine.
On n'essaye pas vraiment de résoudre l'enquête, de savoir si oui ou non c'est vrai, si oui ou non cette histoire a eu lieu. Il y a beaucoup de flashbacks sur comment ils se sont rencontrés. La première fois où ils ont fait l'amour, c'était une magnifique scène. Vraiment, j'ai rarement lu une scène de première fois aussi belle et aussi bien écrite, qui retranscrit tant la douleur que le plaisir, la peur que l'excitation, l'envie et le dégoût, parce qu'une première fois, c'est tout ça en même temps. Ces 6 sentiments que je viens de nommer, je trouve qu'ils sont parfaitement retranscrits d'une façon assez juste, dans le sens où l'un ne prend pas le pas sur l'autre. Il n'y a pas de romantisation de cette première fois, dans le sens où dans certains romans, on nous idéalise ce passage de la vie, alors que non. Très souvent, ça pue, très souvent, il y a du sang, très souvent, on s'y prend mal, soit on rigole, soit on a mal. Et en fait, tout est dans cette scène, et je trouve que c'est très très bien écrit sur ce point-là, c'est que tout est vrai. Alors oui, des fois, il y a beaucoup d'excitation, mais on a aussi cette peur qui peut se transformer en dégoût. Enfin, je trouve que c'est remarquablement bien écrit sur ce point-là. Et j'ai passé une autre scène également qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait très rire. C'est une scène où les deux familles, donc la famille de Tish et la famille de Fonny, se rencontrent pour annoncer quelque chose, parler d'un sujet assez grave au milieu du couple. Et en fait, ces deux familles ne s'entendent pas, ce sont vraiment pas deux familles ennemies, mais voilà, en gros, la famille de la femme a pris le garçon sous son aile parce que les parents, enfin surtout la mère du garçon, l'a totalement abandonné et ne s'occupe plus de lui, encore moins depuis qu'il est en prison. C'est une famille très bigote, très, voilà, grenouille de bénite et tout ça. Et donc il y a une scène de joute verbale qui est mais à mourir de rire et en même temps criante de réalisme parce qu'on imagine vraiment le personnage qui crie, qui hurle des insanités face à cette grenouille de bénitier et ça m'a fait mourir de rire, j'ai adoré. C'est très très prenant. Là je sais que bah voilà, ce soir à 21h, il y a la grande librairie. Ce soir j'ai rendez-vous avec Monsieur Trapenard. Donc je vais attendre jusque 21h en buvant mon petit ratafia et en continuant cette lecture. Je pense que je vais être très triste au moment de quitter les personnages parce que la justesse des émotions, la justesse des sentiments dans ce couple, ce jeune couple qui se découvre donc dans les flashbacks et qui aussi essaye de vivre la séparation, notamment due à la prison. Donc voilà, je vais me poser, alors pas dans ce fauteuil là parce qu'en fait ce fauteuil est très pratique pour filmer, là comme je vous vois comme ça en mode chit-chat, mais il est pas du tout confortable, c'est un fauteuil en osier, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo. Vous voyez, c'est ce genre de fauteuil œuf un peu là, en osier, que j'ai chopé en brocante, mais qui n'est pas confortable et qui fait mal au cul, même avec un coussin, même avec des plaids. Donc j'ai un autre fauteuil par là-bas, qui est beaucoup plus confortable. Pour ma part, je retourne lire Si Beale Street pouvait parler, et je reviens vers vous, je pense demain, j'espère le terminer demain, car je suis très pris dans ma lecture et j'ai pas envie de la faire traîner. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et ce soir, terminé hier soir, Si Beale Street pouvait parler. Et alors, je dois dire que la fin m'a complètement décontenancé. Je sais pas, c'est vrai que ça m'a un peu laissé sur ma faim, mais en même temps, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé. Je suis retourné voir l'interview de Combini, dans laquelle Augustin Trapenard parle donc de Si Beale Street pouvait parler. Et dedans, en fait, je pense que l'émission a été tournée au moment de l'assassinat de George Floyd, et c'est pour ça qu'il a dû chercher une lecture qui faisait un peu écho à ce qui se passait dans l'actualité. Et c'est malheureusement très vrai. C'est vrai que, en fait, au moment où je vous en ai parlé, je crois que je me suis dit qu'on ne parlait pas trop de l'enquête, on ne parlait pas vraiment de racisme. Dans toute la seconde moitié du roman que j'ai lu hier soir, on parle beaucoup plus du racisme et de cette erreur judiciaire, de ce système de justice américain dans les années 70 qui, s'il suffisait que tu sois noir pour que tu sois en prison, quoi, en gros. Et malheureusement, c'est un peu toujours le cas de nos jours. C'est quand même beaucoup plus simple de lire Beale Street que Giovanni. Je trouve juste que la fin de Giovanni est un peu moins abrupte, on va dire, que la fin de Beale Street. Donc, à la lecture de ce roman, ne misez donc pas tout sur l'intrigue, les personnages, le dénouement, etc. Focalisez-vous peut-être plutôt, enfin, gardez en tête que l'intrigue n'est pas l'objet principal du roman, que c'est surtout les personnages, je trouve, leur ressenti, la voix du narrateur, donc de la narratrice en l'occurrence, Tish, qui est presque naïve, etc. face à tout ce... de moins en moins naïve. On est presque vraiment dans un roman d'apprentissage aussi parce qu'on voit leur évolution au moyen des flashbacks et de l'évolution de l'enquête. On voit leur évolution en tant que personnage, en tant qu'adulte, enfin bref. Une excellente lecture, je crois que j'ai mis 5 étoiles, j'ai vraiment adoré. Et ce matin même, j'ai lu Le Muguet Rouge de Christian Bobin chez Gallimard, qui est un... Alors, c'est pas un recueil de poésie, mais c'est de la poésie en prose, publié chez Gallimard l'année dernière, en 2022, et il est décédé, je crois, très peu de temps après, 2 semaines après, l'auteur est décédé. C'est un court ouvrage de, je sais pas, une centaine de pages, je pense, je l'ai lu sur ma liseuse. Je l'avais vu beaucoup, en fait, je sais pas, je crois qu'il a même fait les têtes de gondole, j'ai jamais lu Christian Bobin, je connaissais pas du tout cet auteur. Je ne pense pas non plus que ce soit un ouvrage qui soit représentatif de toute son œuvre, qui a l'air d'être assez
grande. Toutefois, on est dans je sais pas, du jet de mots, du jet de phrases. C'est tantôt des petites phrases, tantôt des paragraphes. Il n'y a pas vraiment de continuité. J'ai trouvé un homme assez bougon, assez grognon, qui oppose dans ce roman l'organique à l'électronique. Ce muguet rouge revient plusieurs fois dans le texte, c'est l'ouverture du roman avec une scène qui est très onirique, très rêvée. Un passage où son père lui parle justement du muguet rouge. À la lecture du roman, il revient un peu en filigrane, du roman, mais du texte. Le muguet rouge revient un peu en filigrane. Et je le vois moi un peu comme un espèce de bouclier naturel contre l'électronique. On a vraiment l'impression de lire des phrases d'un vieil homme un peu saoulé, un peu désabusé de la génération ordinateur, etc. Mais dire ça, ce serait certainement réduire le texte à ce qu'il n'est pas, car c'est bien plus que ça. Il y a des images qui sont magnifiques. C'est vrai que c'est très imagé, malgré que ce soit de la prose. Il y a beaucoup de place au rêve, beaucoup de place pour l'imaginaire, le fait de... Voilà. Il me surprend à chaque mot. Il fait des combinaisons de mots auxquelles tu ne t'attends pas dans une phrase prosaïque en plus. Des assemblages qui sont assez surprenants et qui permettent de visualiser des choses dont notre cerveau, notre imaginaire n'a pas l'habitude de visualiser à cause de ces assemblages un peu protéiformes. Bref, j'ai beaucoup aimé. Même si je pense que je n'ai pas compris les 3/4 du texte, mais c'est souvent le cas avec la poésie, on comprend pas tout. Ah, mon ordinateur se met en veille. On comprend pas tout, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça permet d'avoir une deuxième lecture, peut-être d'y repenser plus tard, dans la journée, dans la semaine. Enfin, moi j'ai lu le texte d'une traite ce matin en me réveillant à 5 h aux auras. Je dois avouer que c'était génial. J'adore déjà lire le matin quand il n'y a aucun bruit, aucune notification, aucune sollicitation, aucune interaction sociale, être tout seul avec ma chicorée et mon lap, en l'occurrence ma poésie, c'était vraiment délicieux. Un moment un peu hors du temps, comme je suis à poil, je suis désolé, comme ce texte, cet ouvrage. C'est pas un immense coup de cœur comme a pu l'être Sybil Street ou juste avant Vie animale, que ce sont deux romans que j'ai beaucoup aimés. Là, c'est un peu plus intimiste et peut-être un peu plus élitiste aussi, donc voilà. J'aurais bien aimé avoir un livre que je déteste, mais non. C'est ça le pire, c'est que, en plus d'admirer Augustin Trapenard pour tout ce qu'il est, pour sa beauté physique, je trouve qu'il a des goûts absolument délicieux. En tout cas, je partage les goûts littéraires pour le peu que j'ai lu. Parce que même les bouquins que je n'ai pas lus là dans la vidéo, mais que j'ai cités précédemment, font partie, par exemple Patti Smith, Just Kids, de mes romans préférés. Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, c'est un des seuls romans victoriens que j'apprécie lire et relire. Donc on a des goûts similaires, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ma prochaine lecture, je ne la mettrai pas dans le vlog parce que ce n'est pas recommandé directement par Augustin, donc ça ne rentre pas, mais je vous la présente. C'est La Vagabonde de Colette. Alors là, vous pouvez pas le deviner, si, là peut-être en vous montant le dos. Car hier soir, j'ai regardé, je vous mettrai en lien le replay, l'émission spéciale Colette sur France 5, donc dans la Grande Librairie. C'est une émission Grande Librairie spéciale Colette, avec entre autres comme invité Amélie Nothomb, Frédéric Becbédé, Chantal Thomas, un autre académicien dont j'ai mangé le nom, une autrice italienne, une romancière italienne que j'ai beaucoup aimé écouter, qui était assez facétieuse d'ailleurs, et bref. Enfin, l'émission était très intéressante. Faut que j'écoute la fin en podcast parce que je me suis endormi, donc il doit me rester 10 ou 20 minutes. Je l'écouterai au boulot tout à l'heure. Et ils ont parlé de La Vagabonde de Colette. J'ai eu une petite déconvenue avec la chatte, donc je lirai La Vagabonde. En fait, il y a deux libraires qui ont recommandé leur roman préféré, enfin leur livre préféré de Colette. Il y a eu La Vagabonde de Cité et Le Pur et l'Impur. J'ai pas Le Pur et l'Impur chez moi, mais j'ai La Vagabonde, donc je lirai celui-ci. Et il y a l'académicien, justement, dont je ne me rappelle plus le nom, qui a cité La Chatte, que j'ai lu la semaine dernière, il y a 2 semaines, et que j'avais pas trop aimé. Et c'est vrai que comment il en a parlé, ça m'a fait voir l'œuvre un peu différemment. C'est ça que je regrette des fois, c'est que je n'ai pas En fait, j'aimerais trop encore aller à l'école, prendre des cours de littérature et entendre parler des gens de livres, parce que ça m'intéresse de ouf. Et c'est pour ça que j'écoute des émissions littéraires, que je regarde des émissions littéraires, parce que entendre les gens parler de bouquins en ayant un bagage, je dis pas qu'il faut avoir un bagage, qu'il faut savoir, qu'il faut avoir le savoir pour pouvoir parler de livres, mais en tant que néophyte comme ma part, même si je lis beaucoup, quand j'entends parler quelqu'un qui sait la littérature, qui sait en parler et qui a l'habitude d'en parler, putain, c'est trop intéressant. Et donc là, surtout quand j'écoute quelqu'un parler d'un livre que je n'ai pas aimé, ça me fait réfléchir autrement, penser autrement, ça confronte mes avis et ça c'est trop chouette. C'est peut-être plus ça d'ailleurs que le fait d'écouter quelqu'un parler de livres, c'est d'écouter quelqu'un qui a un avis divergent de moi-même que j'apprécie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Après j'avoue, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de transcendant, j'ai pas inventé le fil à couper l'eau chaude, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez je sais pas, des articles ou des vidéos ou des trucs de personnalité qui pourraient me plaire, dans lesquels ils parlent de livres et de leurs livres préférés, mettez-les moi en commentaire et j'irai voir et peut-être que je
prendrez la prochaine personnalité parmi celles proposées. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.